Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Anne-Sophie Alsif, chef économiste du BIP, le bureau d'information et de prévision économique et membre de BSI Economics. Jérôme Dédéian, associé de toutsurmesfinances.com. Il préside Mon Partenaire Patrimoine. C'est la gestion de patrimoine pour tout le monde. Et puis Guillaume Richard, le président du groupe de services à la personne, WeCare. Réaction de Nicolas qui m'écrit qu'il vient d'entendre qu'on pouvait gagner 22% de productivité en télétravail. Pour lui, c'est un chiffre totalement imaginaire qui a été popularisé par, dit-il, un rapport de l'Institut Sapiens, qui d'ailleurs est régulièrement représenté ici, que ce soit par Olivier Babot et Erwan Tison. Qu'est-ce qui parlait des 22% de productivité? C'était vous, Guillaume Richard? Oui, je donnais juste les chiffres qui étaient effectivement sortis par l'Institut. On considère que c'est imaginaire. Alors après, c'est très difficile parce qu'il doit avoir des témoignages autour de lui qui sont inversés. On est complètement d'accord sur le télétravail. En fait, ça dépend complètement de la situation individuelle et du métier. Et que effectivement, quand vous habitez dans une grande maison avec un bureau séparé, eh ben vous pouvez plus facilement être productif et mieux travailler que si vous êtes dans un petit logement exigu dans lequel vous êtes à 5 tassés dedans. Bien évidemment. Et donc, ce n'est pas une généralité, mais on peut gagner énormément en productivité parce que, comme le rappelait Anne-Sophie, il n'y a pas les temps de déplacement, il n'y a pas... et ça, les temps de déplacement, c'est quand même énorme. J'ai constaté que le métier que je fais, c'est que lorsque vous décrivez des phénomènes un peu macro, lorsque vous donnez des moyennes, les gens réagissent par rapport à leur cas personnel. Et si ce que vous décrivez avec la moyenne ou le phénomène macro ne rentre pas dans leur cas personnel, ils considèrent que tout ce que vous avez dit, c'est du pipeau et que vous dites absolument n'importe quoi avec une petite insulte. Alors, c'est pas le cas de Nicolas du tout, là, qui nous écrit. Mais avec généralement une petite insulte à la clé. Et je l'ai vérifié dans des quantités de situations, et notamment sur le télétravail. Le gars qui vous dit « Oh, ça fait 3 ans que je le fais, c'est génial ». Ah oui, pour vous. Ouais, mais il n'y a pas que vous, il y a plein de cas particuliers. Et soulever les questions que ça suppose quand ça devient un phénomène. Ouais, mais quand ça devient un phénomène massif et probablement structurel, ça pose quand même des vraies questions. Ne serait-ce que est-ce qu'on indemnise ou pas son salarié qui est obligé de se payer des trucs. Allez-y, Jérôme, pour terminer. Oui, bien sûr. Après. Deux réactions très rapides. La première est une réaction à caractère sociologique. On a en ce moment dans nos entreprises des jeunes professionnels qui sont ce qu'on appelle de la génération Z. Bon, je sais même plus ce que c'est. Là, je suis pas Z, Y. Elle est, on en parlait hier avec des amis chefs d'entreprise. Après Z, elle s'en fiche CDD, CDI. Ce qui l'intéresse, c'est l'ambiance au travail et le boulot. Enfin, le salaire d'abord, mais ensuite l'ambiance au travail. Oui, l'équilibre vie pro, voilà, vie perso. Exactement. Et elle sait très bien, elle veut faire plusieurs choses à la fois. Elle ne veut pas être 100% avec la clause d'exclusivité dans le contrat de travail, etc. Et en fait, le télétravail permet très bien de servir cette génération-là, parce que quand on lui dit tu t'organises comme tu veux, avec la responsabilité de livrer le travail de qualité qu'on t'a demandé de produire, et ben finalement, s'ils sont à faire autre chose pour leur association ou leur club de jeu ou leur je sais pas quoi pendant des heures de bureau, à partir du moment où ils vous livrent le truc, mais ça nécessite, vous voyez, une posture managériale radicalement différente que celle du contrôleur qui est encore trop présente dans nos entreprises. La deuxième chose, je voudrais rebondir sur un phénomène très structurant qu'on va voir arriver dans les années qui viennent, que Guillaume évoquait, qui est un thème sur lequel on a beaucoup travaillé avec Territoire en Mouvement, qui est le travailler où nous voulons vivre. Quoi, Territoire en Mouvement? Territoire en Mouvement, c'est un mouvement politique qui réfléchit à l'aménagement du territoire et qui pense que c'est par le territoire qu'on va essayer de redynamiser le tissu économique et social français. Vrai sujet. On en reparlera une autre fois. Et donc ça fait des années qu'on dit, grâce à la technologie, on va pouvoir travailler là où nous voulons vivre. Et c'est exactement ce qu'on a dit. Voilà. Et apprendre et se faire soigner, parce que une bonne clinique avec un bloc opératoire, avec la 5G au-dessus et un chirurgien à distance, on est en train de prouver que c'est possible. Donc ça veut dire qu'on pourra remettre de la médecine de proximité malgré le fait qu'on veut des entités territoriales à taille humaine, entre guillemets. Et donc ça veut dire qu'on est au début d'une période où on va pouvoir arrêter d'entasser les gens pour qu'ils vivent et travaillent à l'endroit où ça coûte le plus cher, en social, en morale des troupes, en transport, en écologie, de les maintenir, coûte que coûte. Voilà. Dans des cités, etc. Ça va pas rester marginal, ce que vous décrivez, non, quand même. ce mouvement-là est massif. Et alors, si vous projetez un coup avec les technologies de l'information et la capacité de Fab Lab, c'est-à-dire la capacité à déporter l'atelier quasiment chez les gens, voilà, avec des imprimantes 3D, etc. Ça, évidemment, il y aura toujours des usines centralisées à un endroit avec des parkings, des gens qui viendront de chez eux en voiture, ou avec un quart de ramassage pour venir travailler à l'atelier, bien sûr. Mais quand vous pensez à la part du PIB qu'on peut vraiment déporter, ne serait-ce que la part du PIB qui correspond à la dépense publique ou à l'administration. On va pouvoir revenir à remettre de l'administration publique déconcentrée un peu partout, beaucoup plus qu'on l'a fait ces dernières années. Et donc ça va profondément modifier la géographie économique et sociale
de notre pays. Ça va prendre des années, mais c'est vraiment très porteur d'espoir. Juste pour nuancer par rapport à ça, ça dépend vraiment aussi des secteurs. Le problème de la France est quand même très spécialisé dans les services. Les services demandent de la présence, du présentiel. Donc, vous pouvez en effet délocaliser. Là où il faudra faire attention, c'est qu'il n'y ait pas justement une augmentation des inégalités entre les salariés. Et c'est toujours le problème entre ceux, en effet, qui peuvent profiter de tous ces aspects, comme vous dites, de numérisation, etc., qui, il faut le dire aujourd'hui, concernent souvent des emplois fortement qualifiés, notamment dans les sciences de l'ingénierie et, on va dire, avec des capacités technologiques importantes. Versus, on appelle souvent les nouveaux ouvriers dans le secteur des services, où là, vous pouvez avoir des conditions de travail qui sont différentes. Le télétravail sans mesure de luxe. Moi, je suis tellement pas d'accord avec Anne-Sophie que je peux pas le dire. En fait, je ne nie pas qu'il y a une industrialisation des services sur tout ce qui est tâches un peu mécaniques liées à l'industrie des services qui s'est développée. Et je vais vous donner un exemple que je connais bien, parce que je suis assez impliqué patronalement dans le secteur du courtage d'assurance. On a séparé les métiers, par exemple, pour les complémentaires maladies. Et donc, vous avez le porteur de risque, l'assureur, vous avez le distributeur qui fait le ratio sinistre à prime, qui vérifie que les garanties dérapent pas, etc. Et puis vous avez ce qu'on appelle le plateau de gestion. Et ça, c'est devenu des énormes usines qui sont un peu partout en France. Et ça, on peut les mettre un peu partout. Et alors, ça, fondamentalement, une usine comme celle-là, c'est une usine de 200 personnes, elle est désormais entièrement numérisée. Elle reçoit quasiment plus de courrier, etc. Et le poste de travail d'un opérateur ou d'une opératrice de cette usine, il peut très bien être installé chez lui ou chez elle. Mais ça n'empêche pas que vous allez vous trouver avec une partie. Et on est en train de parler d'industrie et services, c'est pas de métier très qualifié. Mais ça n'empêche pas que vous allez vous trouver devant une partie de la population qui pourra ressentir comme une forme d'injustice le fait qu'elle exerce un métier qui oblige à rencontrer du public tous les jours et à être physiquement présent sur le travail. Mais pourquoi c'est une injustice? Je ne dis pas que c'est une injustice. Ça peut être ressenti comme ça. D'où la ressenti comme une injustice. Guillaume, d'où la prime de la deuxième ligne qui vient d'être annoncée. Ça peut être à l'inverse ressenti comme étant un avantage. Moi, j'ai l'avantage de rencontrer des gens. Donc, en fait, moi, je pense qu'il faut arrêter d'avoir un seul regard. Je pense que non, il faut prendre tous les regards pour éviter les crises sociales. Un impact économique fort. Donc, on passe d'un monde qui était standardisé, avec tout le monde au même endroit, avec une seule et même règle, etc., avec de l'individualisation. Et effectivement, moi, je rebondis complètement et je rejoins totalement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que les comptables, aujourd'hui, peuvent travailler de chez eux. Mes téléconseillers, donc j'ai 80 téléconseillers, en 24 heures lors du premier confinement, on les a tous basculés, ils ont pu tous continuer à travailler de chez eux. Des téléconseillers. Donc normalement, habituellement, c'est sur des grands plateaux. Oui. Là, ils ont tous pu continuer à travailler de chez eux, du jour au lendemain. Et donc, ce type d'organisation est possible. Après, est-ce qu'elle est souhaitable et est-ce qu'elle doit être imposée à tous? Non, parce qu'effectivement, en fonction des choix des uns et des autres, en fonction des capacités d'organisation, certains peuvent préférer travailler en communauté et venir au bureau et retrouver des collègues. D'autres peuvent préférer travailler chez eux et habiter. Alors, pour terminer, Anne-Sophie, parce que sinon toute l'émission va passer en télétravail. Moi, après, je vais sans nier par rapport à cela, c'est pas pour dire ce qui est bien ou bien évidemment il y a le choix, etc. Moi, ce que je veux dire, c'est surtout avec la numérisation, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a en effet des différences, notamment au niveau des qualifications, et que les moins qualifiés, qui ont souvent moins de choix dans le travail auquel ils peuvent avoir accès, et on l'a vu, les fameux entrepôts que vous pouvez avoir en périphérie des villes, où là, vous concentrez beaucoup de salariés qui n'ont pas le choix de travailler chez eux et qui n'ont pas assez de qualifications pour avoir le loisir. Et c'est juste cela qu'il faut avoir bien en compte pour que justement ce progrès, qui est un véritable progrès, soit partagé par tous et ne pas aboutir à des crises sociales qui ont des impacts économiques forts. Il vaut mieux être diplômé un peu aisé qu'effectivement sans qualification. Ça, il y a un moment aussi où c'est la réalité et la complexité d'une société. Je rappelle que le télétravail, dans le Code du travail, n'est pas une mesure sanitaire, c'est une mesure d'organisation du travail. Ce qui veut dire que quand le gouvernement dit j'oblige, en fait, il ne peut pas obliger. Et il le sait, il n'y a pas de sanction possible, c'est à la main du chef d'entreprise et du dialogue social. Même si au global, le chef d'entreprise doit garantir la santé et l'intégrité de ses salariés, mais le télétravail, c'est un mode d'organisation du travail et pas une mesure sanitaire. Bon, j'avance. Je commence avec vous, Anne-Sophie, sur le rapport Arthuis. Qu'est-ce qu'il y a, Jérôme? Non, c'est vous qui avez relancé. Vous voulez que je recule? Non, pas du tout. Bon, le rapport Jean Arthuis, commission un peu originale dans sa composition. Il y avait un peu tout type de profil qui a été mis en place il y a quelques semaines pour réfléchir à la trajectoire pluriannuelle de désendettement. N'espérez rien avant 2030 en termes de recul de la dette, dit le rapport. Voilà, il faut une norme de dépenses pluriannuelle. C'est ça la leçon principale. Ça veut dire que les dépenses doivent augmenter moins vite que les recettes et moins vite que la croissance potentielle. Donc aujourd'hui, on est à 1% en volume hors inflation par an
notamment liées à la crise que nous vivons et aux dernières années. Avant, on était à 2 ou à 3. Bon. Et donc, le rapport nous dit, si on a 1,5 de croissance, il faut qu'on descende à 0,9 par an. Si on a 1,35 de croissance, on ne peut pas aller au-delà de plus 0,65 de hausse de dépenses publiques. Par contre, quand on est la dette, vous oubliez, il faudrait mettre des impôts. On n'a plus de marge de manœuvre avec les impôts. Et alors, on oublie l'idée d'annuler la dette, cette idée qui est à nouveau martelée par Jean-Luc Mélenchon dans les colonnes de l'opinion. Anne-Sophie, comment vous recevez ce rapport? Moi, je suis un peu déçu. J'ai trouvé ça banal. Alors c'est vrai que c'est des problématiques qu'on a déjà entendues sur la croissance potentielle, sur comment justement éviter qu'il y ait trop d'augmentation des dépenses publiques par rapport au taux de croissance. Donc ça, on est tout à fait d'accord. Après, la question, et c'est toujours celle-là, c'est comment est-ce que l'on fait? Les problèmes sous-jacents, c'est quoi? C'est un vieillissement important de la population, pas assez d'actifs pour financer les retraites et les dépenses de sécurité sociale. Donc si vous voulez baisser les dépenses, pas de problème, mais il faut couper massivement dans la sécurité sociale et dans les retraites. C'est ça le vrai sujet. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et ça, c'est sûr que c'est très difficile de traiter ces sujets. À la retraite. Alors voilà, alors après, on part dans les débats, mais c'est ça le vrai sujet, oui, si vous voulez régler le problème, traiter qu'est-ce qu'on fait du vieillissement de la population, qu'est-ce qu'on fait du fait qu'on n'ait pas assez d'actifs, qu'on ait un taux de natalité qui soit trop faible et qu'on est en plus dans une situation, on a la numérisation de l'économie, qu'on a des gains de productivité qui ralentissent et ce sera de plus en plus le cas dans une économie vieillissante, donc on n'aura plus des 3-4% de croissance comme là on va avoir avec le rebond sur les 2 prochaines années. Donc comment on fait avec cette augmentation structurelle de la dépense publique qui est due au vieillissement, avec moins d'actifs et avec une croissance potentielle qui, je le dis, restera durablement basse, parce que nous sommes dans ce système de vieillissement généralisé au niveau mondial et avec un ralentissement des gains de productivité qui sera de plus en plus prononcé. Et on fait comme a proposé Patrick Artus, on met en place un fonds de pension publique à la danoise, pas du tout le fonds concurrentiel un peu agressif à l'anglo-saxonne. C'est là où est le débat. Et on met un peu de capi en même temps qu'on fait de la répartition. C'est là où on s'attend à avoir des pistes plus que le constat. En voilà une par Exactement. exemple. Alors allez-y Jérôme Dédéon et puis Guillaume Richard. La façon dont j'ai reçu ce rapport... Je veux qu'on parle aussi du cash, il reste 14 minutes. J'étais un peu désespéré avec ce rapport parce qu'en fait c'est une fois de plus un rapport constat et non pas un rapport solution. Et donc, la solution, c'est les seuils de dépenses à ne pas dépasser. On peut lui reconnaître qu'il a ces catégories bien en place. On a le seul moyen qu'on a d'aller vers une trajectoire de remboursement de cette dette ou de désendettement du pays. On a eu raison de faire de la dette supplémentaire. Je pense qu'on est tous d'accord. 2, le seul moyen qu'on a, c'est finalement de dépenser moins que les recettes qu'on a. Et ça peut ne pas se faire par une augmentation des impôts parce qu'on est déjà un des pays qui taxe le plus et que donc ce serait complètement procyclique en aggravant le marasme, en freinant l'investissement et la consommation. On ne peut pas annuler la dette parce que c'est la qualité de la signature et on ne peut même pas demander à la BCE de le faire parce que si la BCE saute, la confiance en la BCE saute, alors là ce sera Armageddon. Et on ne peut pas le faire tout simplement parce qu'on a plus de la moitié, alors on peut discuter par qui parce qu'on n'a pas les chiffres, ce qui est scandaleux en termes de transparence, parce qu'on a plus de la moitié de notre dette publique, soit plus de 1 000 milliards d'euros, qui est détenue par des investisseurs non résidents. Oui, mais ça on l'a le taux, 60% de non résidents, 40% de résidents. On a le taux, la Banque de France a publié les taux là-dessus. Non mais s'il y avait de l'annulation, ce serait que de l'annulation. Si c'est des investisseurs non résidents allemands, c'est plus simple. Oui, la majorité sont européens. S'il y avait une annulation, ce serait que de la dette banque centrale, ce ne serait pas de la dette. Mais donc on peut pas. Et donc ça veut dire qu'il faut y aller par là parce que c'est la croissance et l'augmentation de l'assiette taxable grâce à la croissance qui va nous permettre normalement de donner la marge de manœuvre qu'on n'a plus. Et donc on est vulnérable parce qu'on n'a plus de marge de manœuvre. Donc tout ça, il le dit très bien. Ensuite, il donne finalement des pistes qui sont assez technocratiques sur toute la partie pilotage. Comment est-ce qu'on fait pour piloter, nouvelles responsabilités, une vigie, au comité des finances publiques, etc., etc. Alors là, je me méfie toujours un peu, parce qu'en fait, quand on travaille sur le thermomètre, on ne travaille pas sur les remèdes. Et là, on se dit, où sont les remèdes? Et les remèdes, il n'y a pas. Donc c'était quand même la moitié de la commande du Premier ministre. C'était donnez-moi une trajectoire de sortie de la dette. Moi, quand j'entends trajectoire de la sortie de la dette, c'est un horizon de temps et c'est des solutions pour y arriver. Et dire de façon incantatoire, il faut dépenser moins que ce qu'on gagne, sans dire comment on va s'y prendre, alors que on peut, contrairement à ce que vient de dire Anne-Sophie, me semble-t-il, on peut très bien dépenser mieux. Donc moins et mieux, et non pas dire ce que je veux dire, c'est que le mieux, c'est 15-20% de gains. Si vous voulez vraiment régler massivement le millefeuille administratif, mieux piloter les dépenses publiques, par rapport à la dette et l'efficience, vous gagnez 15-20%. Le problème, c'est que si vraiment vous voulez être en équilibre ou en excédent, le gros du dur, ça reste la sécurité sociale et les retraites. Donc on tourne toujours autour de ce pot, mais c'est ça la question. C'est là où il y a un vrai débat à avoir. On doit pouvoir les réformer durablement,
sans nécessairement spolier les Français de leur Oui, non, pouvoir non, social. C'est ça que je veux dire. Il faut toujours rappeler que la Et c'est ce dépense, sujet-là qu'on n'ouvre jamais. la dépense publique Jamais dans le bon d'État, la dépense publique d'État n'est pas plus élevée en France que dans les autres pays. Exactement. C'est la dépense sociale la grande différence. Exactement. Et la dépense des collectivités locales, je n'ai plus tellement le rapport avec les autres pays, mais bon, il y a un vrai travail sur les collectivités locales à faire. Allez-y, Guillaume Richard, par rapport à ce rapport Arthuis. Oui, on a en fait une problématique, c'est que ces dépenses qui sont extrêmement importantes, elles sont pas capées, elles sont variables. Les retraites, plus vous avez de personnes qui arrivent à la retraite, plus vous allez avoir un montant élevé. Et donc, en fait, une des solutions pourrait être d'avoir un montant fixe, capé. Vous capez le montant en disant, par exemple, le montant des retraites ne peut pas dépasser les 14% de PIB. Donc vous appauvrissez les nouveaux retraités. Et donc, derrière, vous faites de la solidarité intra-retraitée en répartissant entre les retraités la somme totale que vous pouvez leur attribuer. Au lieu de faire aujourd'hui un montant qui est proportionnel et obligatoirement variable dépendant du nombre de... Vous payez les retraités plus chers pour les retraités les retraités les plus aisés pour les retraités les moins. Aujourd'hui, vous avez une solidarité intergénérationnelle. Pourquoi ne pas remplacer la solidarité intergénérationnelle par une solidarité intragénérationnelle où les retraités les plus aisés contribuent ou en fait un peu moins que les retraités les moins aisés. Aujourd'hui, ce sont les actifs qui payent à 100%, pour les retraités. Avec un niveau de vie moyen... non, mais il faut le rappeler quand même, avec un niveau de vie moyen des actifs qui est inférieur à celui des retraités. Oui. C'était l'inverse il y a 30 ans. Mais voilà. Donc, à un moment, peut-être qu'il faut dire, on capte le montant en disant que le montant total des retraites ne peut pas dépasser les 14% donc, du PIB. On reste à 14, allez. 14, c'est déjà 4 points de plus que les autres pays. Absolument. On est déjà aujourd'hui plus élevé que les autres pays. C'est un choix. Donc, ça, mais c'est pour ça que l'histoire du fonds de pension à la danoise n'est pas complètement débile. Donc ça, c'est un choix. En tout cas, on capte ce montant. On capte ce montant et après, c'est à l'intérieur de la masse qui est à répartir entre l'ensemble des retraités, c'est une solidarité intragénérationnelle entre les retraités plutôt que de faire une solidarité intergénérationnelle entre les actifs et les retraités. Et puis vous me direz pourquoi vous ne croyez pas au fonds de pension, Jérôme. Allez-y, Anne-Sophie Alcide. Alors là, en effet, ça peut être une solution, mais ça va être très compliqué quand vous regardez l'évolution de la démographie, puisque vous allez avoir la part des 65 ans qui va vraiment beaucoup augmenter. Donc si vous dites, en effet, on fige, en n'ayant en plus pas les prévisions de croissance à moyen long terme, parce que vous ne pouvez pas savoir vos taux, vous faites des prévisions, mais ça peut évoluer, et que vous ne connaissez pas non plus vos taux de fécondité, même si là aussi vous pouvez avoir des prévisions, c'est très compliqué d'envisager. Et l'autre problème, c'est que les retraités, la majorité de leur richesse, ça reste de l'immobilier. Donc ce n'est pas de la valeur productive dans l'économie, ce n'est pas des gens qui ont des entreprises qui créent de l'emploi et qui investissent dans le capital humain. C'est de l'immobilier. Alors bien évidemment, quand vous ne regardez pas retraités, comme c'est des gens qui ont amassé beaucoup d'immobilier, vous avez une grande richesse, mais ça, l'État ne peut pas le prélever pour le redistribuer entre les retraités. Ah oui, c'est pas liquide. Donc il y a pas quelque chose qui liquide. s'appelle les solutions viagères qui permettent de rendre liquide de l'immobilier aussi. Jérôme, pourquoi vous ne croyez pas au fonds de pension, une petite partie de capi sur un truc vraiment de long terme qui prépare l'horizon 30 ans pour les retraités français, comme font les Danois? Bien entendu, Nicolas, je suis un fervent apôtre d'une dose substantielle de capitalisation dans le financement de nos retraites pour l'ensemble des citoyens, progressivement, au fur et à mesure qu'on fait les ajustements nécessaires compte tenu du choc démographique sur la répartition, qui va rester en France le socle de nos retraites. J'ai aucun débat, c'est un choix historique qu'on a fait. Bien, que ça reste le socle, oui. Alors après, j'ai pas besoin d'un fonds de pension étatique supplémentaire puisque j'ai déjà un fonds de pension en France qui s'appelle le plan d'épargne retraite. On s'est suffisamment battu pour l'avoir et il fonctionne très bien. Il est dans sa version individuelle assurantielle investi à la moitié en unité de compte. C'est ce que nous donnent les dernières stats de la Fédération française des assurances. Et dans sa version collective, le PERECO, il est investi à 60% en actions. Donc en plus, il joue parfaitement son rôle d'être investi dans des actifs rentables sur le long terme, puisqu'on a le temps devant soi en moyenne pour préparer sa retraite. Et qu'il finance l'économie. Voilà. Et donc, je préfère cette solution-là avec libre concurrence, c'est pour ça qu'on s'est battu, des distributeurs, des fabricants au service du consommateur, et avec s'appuyant sur la meilleure industrie ou deux des meilleures industries qu'on a en France, qui sont l'industrie de l'assurance vie et l'industrie de l'asset management, puisqu'on a une industrie de la gestion d'actifs qui est un de nos points forts. Donc il suffit de continuer à libérer ces outils-là. On n'a pas besoin d'un nouveau blob étatique qui va commencer à gérer de façon publique une partie de cette capi. On en crève. Le problème, c'est qu'on le voit d'ailleurs pour la problématique de l'épargne. 100% du travail pour payer les retraites. Le problème, c'est que, comme on le verra avec l'épargne, quand vous êtes dans une population vieillissante, vous avez une aversion énorme au risque. Et donc, ça ne va pas s'améliorer. Donc, bien évidemment qu'on peut essayer de développer la capitalisation et, comme vous le dites, ce genre de produits, etc. Vous prenez plus de risques à 30 ans qu'à 5 ans. Oui, complètement. Mais si vous voulez gérer justement cette grande partie de personnes qui sont à la retraite, comment vous faites pour justement
que leur épargne, en tout cas ce qu'ils ont, aille vers ce type de financement et donc moins avoir de répartition. Alors déjà, il y a un truc qu'il faut faire, c'est relever les plafonds épargne-retraite puisqu'ils sont insuffisants aujourd'hui. Donc si on les libérait, on accroîtrait ce fléchage vers le financement de l'économie et on libérerait la masse de cette capitalisation qui est nécessaire. La deuxième chose, c'est que on peut se lamenter, je me lamente autant qu'Anne-Sophie, de la situation que nous vivons, qui est qu'il y a une absence totale de culture financière et du couple rendement-risque chez les épargnants français dans la population, parce que ça fait des dizaines d'années, voire depuis le lendemain de la guerre, qu'on les biberonne au taux garanti élevé, sans risque. Ce qui est juste quelque chose qui n'existe pas. Ça existe parce qu'on a le bilan de la Caisse des dépôts pour le livret A ou parce qu'on a le bilan des assureurs vie, très sous tension, pour le fonds en euros. Et donc, ça veut dire qu'il y a un énorme effort de culture financière qu'il faut poursuivre. Il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait. On a obtenu dans le PER la gestion pilotée par défaut avec des sensibilisations, plus de risques au début, sécurisation à la fin. Tout ça est en train de prendre. C'est plus d'un PER sur 2 qui est souscrit avec ce choix-là. Et donc, c'est en train de prendre. Il faut continuer. Et je voudrais rajouter qu'on a le temps devant nous. Pourquoi ? Parce que c'est pas quand vous prenez votre retraite, alors que ce soit à 59, à 62, à 65, à 67 ans, on s'en fiche, vous avez encore des dizaines d'années de vie devant vous en espérance de vie, puisque l'espérance de vie continue à augmenter. Et donc, ça veut dire que votre allocation, si vous vous collez en produits monétaires à taux négatif ou en fonds en euros qui seront bientôt à zéro dans 5-6 ans d'ici, si ça continue, pour les dizaines d'années de vie que vous avez, sur lesquelles vous allez devoir vivre de votre épargne, et ben vous acceptez votre perte de pouvoir d'achat. Ça, les gens vont finir par s'en rendre compte et ils voteront avec leurs pliés et leur portefeuille. C'est-à-dire qu'ils resteront investis en partie dans des actifs risqués et ils verront leur allocation avec cette désensibilisation, non pas à l'échéance de la date fatidique où je liquide mes droits à retraite par répartition, mais à l'échéance de mon espérance de vie et du temps pendant lequel je dois vivre de mon épargne. En tout cas, c'est un peu la mission que nous avons, nous, distributeurs et professionnels de la finance. Jean-Louis Mécry, bonjour. Nicolas, je vous écoute depuis longtemps et faites attention sur ce que vous dites à propos du privé. Il a été sollicité par les ARS et le ministère de la Santé à hauteur de 60% de leur capacité, me dit-il. Bon, ça dépend où, me dit Guillaume. Et puis il y a cet auditeur qui me dit, j'ai une idée folle, si on supprimait les 35 heures et qu'on passait la retraite 62 ans, elle est à 62 ans. Oui, enfin la retraite réelle. Oui. Juste avant de dire un mot de la montagne de cash, la prime Macron, vous allez l'utiliser chez Wicker, la nouvelle prime qui peut atteindre jusqu'à 2000 €. Mais c'est super compliqué. Je sais même pas si vous êtes dans la liste en fait. Si, on est dans la liste, mais en fait c'est super compliqué parce qu'il faut déjà avoir l'argent pour. Ah bah oui. Comment est-ce que vous faites quand vous avez passé une année 2020 où au lieu de gagner de l'argent vous en avez perdu, que vous avez été obligé de souscrire un PGE, un prêt garanti par l'État, donc le prêt il va falloir le rembourser. Et moi j'ai 18 000 collaborateurs. Si je mets 1 000 € par collaborateur, ça fait 18 millions. Si je mets 2000, ça fait 36 millions. Les meilleures années de mes meilleures années, j'ai réussi à faire une grosse dizaine de millions d'euros de C'est jusqu'à 1000, vous pouvez. Il y a certains qui donnent sauf que dire c'est 1000 et ça peut aller jusqu'à 2000, ça crée quoi comme attente ? Une attente qui est ça peut être 2000. Crée une attente. Ah, oui. D'accord, et ça crée une attente. Et derrière, si tu donnes 100 balles, t'es un pingre. Bon. Bien sûr. Et donc, mais même si je donne 100 balles, comme vous dites, ça fait 2 millions, quasiment 2 millions d'euros. Les meilleures années de l'entreprise, j'ai réussi à dégager un peu plus de 10 millions d'euros d'EBITDA. EBITDA, c'est pas le résultat. EBITDA, on est bien d'accord. Donc, expliquer l'EBITDA ici, je pense que tout le monde sait. Et donc, derrière, vous voyez bien que c'est super compliqué et que si je donne 100 €, comme vous l'indiquez, eh ben ça va créer quoi ? De la déception, alors que moi alors qu'en plus on est dans une situation qui est financièrement extrêmement compliquée. L'année dernière on n'a pas fait de résultat du tout et cette année on se retrouve encore avec une situation qui est tendue compte tenu du confinement qui persiste et de l'incertitude que l'on a dans les mois qui viennent. Donc ok, super, on peut faire filer un truc, mais il faut avoir l'argent pour donner cette prime. On a 3 minutes pour terminer. Je commence avec vous, Anne-Sophie, puis Jérôme, parce que si je commence avec Jérôme, il me mange les 3 minutes. C'est l'histoire de la fameuse montagne de cash, 111 milliards d'euros accumulés, soit largement sur les comptes courants à la fin de l'année 2020, et puis sans doute 200 d'après la Banque de France, et c'est 2 fois le plan de relance. Alors on se demande qu'est-ce qu'on peut faire. Là, comme je vous l'ai mis dans le programme, il y a toutes les idées. Retour de l'ISF, une taxe Covid exceptionnelle de solidarité, nous dit Louis Gallois, une fiscalité avantageuse sur les donations, nous dit Laurent Saint-Martin. Un plan d'épargne avec garantie de l'État, on dit certains. Relever le plafond du PEA, on dit d'autres. L'histoire des fonds de pension, justement, à la danoise, c'est l'idée de Patrick Artus.
dans toute cette espèce de boîte à idées, là, il y a des choses qui vous éveillent de l'intérêt, Anne-Sophie? Oui, pareil, relever le plafond du PA, je pense que ce serait une bonne idée. Enfin, en tout cas, essayer vraiment d'orienter cette épargne vers le productif et que ça n'aille pas vers l'assurance vie et l'immobilier. On revient toujours sur notre problème d'aversion au risque et de vieillissement de la population. Donc, c'est toujours un serpent qui se met en la queue, malheureusement. Mais c'est vrai que l'idée, vous dites qu'il y a l'objectif de développer cette culture financière, mais peut-être de dire, attention, de toute façon, il n'y a pas d'inflation et vous avez vraiment intérêt à investir en actions, même si c'est plus risqué. Vous avez beaucoup de chances de gagner beaucoup plus que votre mise. Et c'est vraiment là-dessus où il faut travailler sur cette culture financière pour dire, c'est une chance d'investir dans les entreprises. C'est pour ça qu'un choix politique, ça aide, ça force un peu la culture financière. Exactement. Bon, Jérôme, par rapport à ce sujet-là, une 40 de évidemment, il ne faut pas taxer. De toute façon, les ordres de grandeur n'y sont pas. Donc, là, c'est ce qu'a dit la Commission. Et ce serait procyclique, donc ça n'irait pas du tout. En fait, il y a deux leviers. Il faut bien travailler sur le fléchage. Il y a une partie qu'il faut laisser aller dans la consommation. Ça, c'est clair. Et ça va y aller tout seul, ça va reprendre. Et puis, la partie qu'on peut flécher mieux vers de l'investissement productif qui permet de créer de la richesse et des emplois à partager, finalement, il faut, travailler sur les enveloppes d'épargne qui investissent en actions et dans l'économie productive. Donc, on vient de citer le PEA. Vous savez pourquoi le PEA est un échec? Il y a 6 millions de PEA, il y a 66 millions de contrats d'assurance vie. Parce qu'on a plafonné les frais. Du coup, personne ne le distribue. C'est aussi simple que ça. Voilà. Deuxièmement, et donc on pourrait relever les plafonds. Deuxièmement, il faut renforcer, on en a parlé, l'attractivité des PER, parce que eux, ils investissent vraiment dans l'économie productive. Et donc ça veut dire remonter les plafonds. Il faut peut-être partager l'avantage successoral avec l'assurance vie sans augmenter le plafond, pour qu'ils retrouvent, et sur tous les types de PER, pas seulement les PER assurantiels, aussi les PER bancaires, qui sont une partie très importante qui peut se développer. Et puis, moi, je pense qu'il faut tordre le cou une dernière fois, et je vais peut-être faire hurler quelques épargnants, mais à l'assurance vie, c'est-à-dire qu'il faut aller à marche forcée vers la fin du fonds en euros, et il faut probablement mutualiser son dernier avantage, qui est l'avantage successoral, avec d'autres produits de placement qui investissent plus. 1400 milliards à siphonner, 1400 milliards à siphonner. 1700 même. C'est la révolution. C'est 1004, il y a le deuxième levier, et je terminerai là-dessus. Et là, c'est la fin. C'est que ça, on a parlé enveloppe d'épargne, ensuite il y a les produits dans lesquels j'investis. Et donc là, il faut élargir le fonds PEA-PME, les fonds PME, par le haut. Libérer la contrainte des 5000 salariés sur la définition de l'ETI, parce qu'il y a tout un gisement d'entreprises qui ont besoin de financement et qui sont des gros pourvoyeurs d'emplois, peut-être non qualifiés, tant mieux, on en a besoin aussi. Et puis élargir par le bas dans le non-coté. Et là, ça veut dire qu'il faut organiser sur l'actionnariat salarié, sur les fonds PME, sur le private equity, des systèmes de liquidité qui permettent que ça coïncide avec de l'épargne de détail et non pas seulement avec de l'épargne d'investisseurs qui peuvent accepter de ne pas être liquides. Voilà. Et donc, comment on fait? Est-ce qu'on peut créer des véhicules nouveaux qui sont 70% en private equity, 30% en liquidité, comme on l'a fait avec les OPCI pour l'immobilier? Voilà, il y a plein de pistes. Est-ce qu'il faut donner des garanties de liquidité? Est-ce qu'il faut élargir la capacité à mettre dans le fond de cuve d'un fonds diversifié avec des choses liquides, un peu de liquidité, etc. Moi, je me méfie toujours de ces choses-là, parce que la garantie de l'État, en fait, c'est nous qui la donnons, c'est le contribuable. Et si la technique financière, ça peut être une incitation. Si la technique financière est capable de le faire, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de l'État. Si la technique financière n'est pas capable de le faire, ça veut dire que l'État va prendre une paume. Donc j'ai tendance à dire qu'il faut laisser l'initiative de notre industrie financière, qui est très très forte, à arranger ces problèmes de liquidité. Et juste une demi-seconde, c'est fini, c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'argent chez les particuliers. Ça montre bien que ceux qui ont été le plus touchés par la crise, ce ne sont pas les particuliers, en moyenne, parce que certains ont été vraiment touchés, mais les entreprises. On est d'accord. Malgré tout ce qui a été raconté, malgré tout ce qui a été dit sur... Effectivement, le gouvernement en a fait beaucoup, mais ceux qui ont été vraiment touchés par cette crise, ce sont les entreprises qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui sont dans une situation compliquée pour beaucoup d'entre elles. L'OFCE a parfaitement ventilé le plan d'urgence qui en avait vraiment bénéficié, qui avait été vraiment préservé et qui avait payé une partie. Et les entreprises sont celles qui ont évidemment largement plus payé que les particuliers qui ont vu leur pouvoir d'achat amputé de 0,5% en moyenne. Ne m'écrivez pas si le vôtre a énormément baissé, parce que vous n'êtes pas dans cette moyenne en 2020. Merci Anne-Sophie Alsive, Jérôme Déléant et Guillaume Richard. Rendez-vous demain 9h. Lundi 9h.